Homo sapiens mediaticus et genialus, il est l'un des heureux papas de Lucie et la référence française pour tout ce qui concerne nos origines. Si l'évolution humaine recèle encore bien des secrets, il a su en déchiffrer quelques-uns et nous faire partager ses découvertes. Mieux, il a su également susciter des vocations en mettant en lumière des disciplines parfois obscures. Homme de terrain, homme de réflexion, homme de transmission aussi, et puis homme tout simplement. Yves Coppens vient dans VIP nous dévoiler le visage inattendu de sa personnalité. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. Je suis extrêmement flattée que vous acceptiez de venir dans cette émission. On va apprendre plein de choses. J'en suis certaine. Vous êtes, c'est vrai, je disais, la référence française pour tout ce qui concerne la préhistoire, la paléoanthropologie. Excusez-moi, je vais partir sur les images d'Épinal. On imagine très bien Monsieur Coppens en Afrique forcément, sur un chantier, un petit pinceau à la main, en train de chercher sur un terrain immense quelque chose de minuscule. Puis on vous imagine après très bien en laboratoire avec un microscope, en train de regarder votre découverte de plus près. Est-ce que ça correspond à la réalité ou oui, on en est très loin? Non, tout ça, c'est pas mal du tout. Il y a évidemment d'autres images qui entrent dans le schéma général, si je puis dire, mais ces deux images-là peuvent être en effet retenues et prises en considération. Ceci dit, sur le terrain, lorsque vous êtes en train de travailler sur un niveau qui contient les ossements ou un niveau qui a été un sol d'habitat des hommes très anciens, bien sûr qu'à ce moment-là, on est avec un petit grattoir, un petit pinceau, des petites limes à ongles, etc. Mais à côté de ça, lorsque le terrain en question se trouve, comme ça m'est arrivé, sous des couches qui ne contiennent rien et qu'il faut faire sauter, à ce moment-là, c'est plus le pinceau, mais c'est l'explosif. Ça m'est arrivé de faire exploser des couches, ne serait-ce que pour les fendre et pour les retirer plus facilement, ou même à la rigueur, le bulldozer, le scrapper, enfin tous ces instruments que j'ai d'ailleurs curieusement appris dans le génie. Figurez-vous que j'ai fait mon service militaire, à l'époque ça se faisait, et ce service militaire, j'étais volontaire pour la coloniale, c'est ce qu'on disait à l'époque, autrement dit pour les armées d'Afrique. Et bien sûr, l'armée toujours contradictoire m'a envoyé 18 mois à Angers dans le 6e régiment de génie. Ah, on fait mieux qu'en colonial. Où j'ai appris les explosifs et où j'ai appris les bulldozers. Et finalement, vous voyez, ça n'a pas été inutile. Ça n'a pas été vain. Et l'histoire du microscope en laboratoire, c'est aussi, ça correspond à une réalité bien sûr. Alors le microscope, c'est élémentaire, ou la loupe binoculaire, c'est tout à fait le début. Mais il y a d'autres équipements beaucoup plus lourds et que l'on partage en général entre plusieurs laboratoires, ou des équipements même que l'on va emprunter la nuit à des hôpitaux, parce que les hôpitaux fonctionnent toute la journée et laissent ces grands scanners. Les scanners, oui, je pensais à ça, d'accord. Libres la nuit, donc souvent on arrive, quand vous voyez des gens arriver subreptices comme ça, doucement par la porte de derrière avec des gros paquets, ce ne sont pas des terroristes, mais ce sont des paléontologues. Et est-ce que, moi j'ai dans l'idée que le métier de paléontologue, de paléoanthropologue, je l'ai bien dit? Oui, absolument. Oui. C'est embêtant comme mot. Ah oui, c'est très, très, très embêtant. Oui, j'ai l'impression que ce sont des métiers qui recouvrent diverses réalités, à la limite différents métiers, plusieurs métiers à la fois. Est-ce que c'est juste ou pas? Oui, d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est un travail de terrain, n'est-ce pas? Donc quand vous allez sur le terrain, vous êtes devant un superbe paysage, et puis dans ce paysage, il faut repérer ce qu'est la topographie, ce qu'est la géomorphologie, la forme du terrain, et puis ce qu'est la géologie, c'est-à-dire l'intérieur du terrain, et ce qui est pour nous le contenant des fossiles qui en sont le contenu. Donc il faut commencer par des travaux, bien sûr, sur l'étude du terrain. Donc il faut travailler avec des géologues, ou on est toujours un petit peu géologue soi-même. Ensuite des tectoniciens pour voir comment est le terrain. Si les couches se sont accumulées comme ça, on est tranquille. La plus récente, elle est au-dessus. Si ça s'est accumulé comme ça, et puis après ça a chaviré, puis après il y a eu ce qu'on appelle des charriages, ce qui est au-dessus, ça peut être le plus ancien, c'est embêtant quand même. Donc la tectonique, c'est toute l'étude de la manière dont le terrain
à bouger, travailler et se trouve aujourd'hui présentée, qui est très importante, avant de ramasser le premier bout d'os ou la première coquille. Et puis après, entrent en activité les préhistoriens pour l'étude des restes fabriqués par les hommes, les paléontologues pour les restes animaux, végétaux qui peuvent se trouver dans ces terrains en question, et puis les paléo-anthropologues, ce sont des paléontologues aussi, mais sont ceux qui étudient plus spécifiquement les ossements des hommes anciens. Alors vous, on vous a notamment connu comme un des découvreurs de Lucie, mais votre spécialité d'origine, c'était l'éléphant. Oui, alors j'ai en effet travaillé d'abord en préhistoire et en préhistoire relativement récente, puisque les premières fouilles que j'ai réalisées, c'était en Bretagne, c'était sur des grands dolmens néolithiques, donc c'était plus 6 à 7 000 années que beaucoup plus anciens. Et puis ensuite, j'ai fait à Paris, en effet, des travaux sur la paléontologie tout court, la paléontologie des vertébrés de manière un petit peu plus spécifique. Et parmi les vertébrés, ce sont les éléphants qui m'ont intéressé. Micheline, c'est vous? Micheline, aux autres Vincennes. Vous savez des trucs. Oui, Micheline, c'est moi, oui, 3 tonnes. Oui. Oui, j'avais un vieux patron à la Sorbonne qui m'avait proposé de travailler soit sur les éléphants, soit sur les rongeurs. Vous voyez, c'est intéressant, sur le plan psychanalytique. Oui. Le très gros ou le tout petit. Et les deux groupes zoologiques sont intéressants parce que les différentes espèces évoluent vite. Et comme elles évoluent vite, elles datent les terrains en quelque sorte. De façon relative, mais quand même, elles datent les terrains. Et donc j'ai choisi les proboscidiens, c'est-à-dire les bêtes à trompe. Et j'ai beaucoup travaillé. Je ne sais pas. Ça m'a plus attiré que les tout petites bêtes. Un côté spectaculaire peut-être, qui est réel, oui. Un peu provocateur, un petit peu vitrine, peut-être, tu vois. Et donc c'est dans le cadre de ces recherches-là qu'un autre patron, qui s'appelait Millot, qui était directeur du laboratoire d'anatomie comparée du muséum, m'avait dit que ça serait bien, il avait raison, de disséquer un jour un éléphant. Je lui ai dit, bien sûr, d'accord. Et puis, c'était un vendredi saint de l'année 1957. J'étais parti en Bretagne dans ma famille maternelle et j'y ai reçu un télégramme ce jour-là, en même temps que moi. En même temps que j'arrivais, le télégramme était là. Et le télégramme, c'était « Éléphant mort, venir d'urgence ». Il paraît que le facteur s'en est beaucoup amusé parce qu'il a pris ça pour un code, bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'ai repris le train immédiatement et je suis arrivé à Paris, au laboratoire d'anatomie comparée, rue Buffon, où M. Millot, très gentiment, m'attendait pour me laisser les clés du laboratoire. Lui partait pour les vacances de Pâques. Et moi, je me suis trouvé face à 3 tonnes de viande d'éléphant d'Asie qu'il fallait disséquer. En même temps, quand on vous propose de disséquer un éléphant, ça ne se refuse pas. Moi, je ne refuserais pas. Oui. Alors, en parlant de spectaculaire, je voudrais que vous nous montriez cet objet absolument fascinant. Un bout d'éléphant. Que vous nous avez amené. Un bout d'éléphant, je crois que vous ne m'auriez pas précisé avant l'émission ce que c'était, j'aurais pas deviné. C'est une dent supérieure, c'est une dent de sagesse même, d'un mammouth. D'un mammouth d'une vingtaine de milliers d'années, d'après les datations réalisées, qui vient de Sibérie, que j'ai découverte en Sibérie. Ça, c'est la partie antérieure, ça, c'est la partie occlusale, c'est-à-dire la partie qui mâche. Qui ressemble à une semelle de chaussure. Oui, si on veut. Ce sont les traces de l'herbe. Et qui mâche. Non, ce ne sont pas les traces. C'est là-dessus qu'en effet, la bête mâchait l'herbe. À l'époque, c'était une steppe. Maintenant, c'est de la toundra. Et ça se présente, voilà, la partie des racines, c'est assez spectaculaire aussi. Ça, c'est ce qui était fiché dans la gencive, en fait. C'est ça. La partie intérieure est là, donc c'est comme ça dans la mâchoire. Bah oui, ça me va bien. Mais écoutez, laissez voir. Ah oui, ça vous va très très bien. On ne pourrait pas en mettre 2, mais ça vous va bien. Oui, il en faut une autre de l'autre côté, puis 2 en bas quand même. Encore, oui. Donc en gros. Mais il n'y en a qu'une par demi-mâchoire. D'accord. Chez l'éléphant aussi. Parce que les dents chez les éléphants se suivent. Elles se poussent les unes les autres,
il y en a 6 dans le long de l'existence, alors que nous, on a des remplacements verticaux. Là, ce sont des remplacements horizontaux. C'est absolument fascinant. C'est très beau comme objet. C'est très beau, c'est assez lourd, hein, on va quand même le préciser. Ça pèse son poids. Oui, j'ai pas idée, je ne l'ai pas pesé. C'est un peu fossilisé aussi. Ouais. Enfin, c'est déjà minéralisé puisque l'émail, l'ivoire sont déjà des éléments qui n'ont pas besoin de se fossiliser. Mais par ailleurs, le sément lui-même c'est fossilisé et du coup c'est un petit peu plus lourd que ça n'était dans la bouche. Que ça n'était réellement. Et alors, vous avez eu la gentillesse de nous amener un second objet, mais à mon avis, il va falloir reposer celui-là. Un second objet un peu plus léger, un peu plus petit, oui. Et qui là manifeste votre intérêt cette fois-ci pour l'homme, parce que vous ne vous êtes pas contenté d'étudier les éléphants et les mammouths. Après, oui. Bon, il y a eu l'homme aussi. Alors, je vais vous dire, j'ai fait des sciences naturelles, et les sciences naturelles m'ont beaucoup plu, enfin ça c'est merveilleux, mais je suis toujours beaucoup plus attiré, beaucoup plus intéressé par les objets manufacturés, enfin, oui. Les objets fabriqués véritablement par l'homme. Alors c'est une petite hache, c'est un petit objet de pierre polie, c'est poli, que j'ai ramassé en Indonésie, à Java, et c'est ce tranchant comme ça en demi-lune est intéressant, en croissant, est intéressant parce que je pense qu'il reproduit en pierre des objets qui devaient déjà exister en métal. Pour avoir cette espèce de sophistication du tranchant, ça doit être plutôt une copie en pierre d'un objet de bronze, par exemple. Et ça leur servait à quoi alors ? À couper. À couper. Oui, le steak tous les jours. Oui. D'accord. Aujourd'hui encore, vous en servez régulièrement pour couper votre viande. C'est pour ça que je l'ai sur moi. Bien sûr. Naturellement. Évidemment. C'est joli, n'est-ce pas ? C'est très beau. Quand vous l'avez sorti, moi, on a l'impression de voir un bijou. Oui. Ce sont des roches pas précieuses, mais on pourrait dire semi-précieuses. Et le poli ajoute, bien sûr, le poli et le toucher. Hein. C'est extrêmement agréable, comme tout ce qui est poli. Bien poli. Merci. Je voudrais, on parlait de l'humain, je disais en introduction que vous faisiez partie des hommes qui avaient découvert la fameuse Lucie, qui a très exactement mon âge. Lucie, elle n'est pas née en 74, mais vous l'avez découverte en 74. Elle est renée. Elle est renée oui. En 74. Quelle émotion on ressent ? Vous aviez l'impression de découvrir quelque chose d'absolument unique et fabuleux à ce moment-là ? Vous avez compris tout de suite, vous et vos collègues, ou pas ? Non, pas tout de suite. Non, je vais vous dire, j'ai eu des émotions très importantes lors de découverte d'autres fossiles humains, parce que quand même, j'en ai trouvé beaucoup. Oui, c'était pas le premier, bien sûr. Oui, c'était pas le premier, c'est pas le dernier non plus. Mais Lucie, la chose a été réalisée de la manière suivante. C'était en 74, mais en 73, la même équipe avait déjà découvert des restes d'hominidés aussi anciens. Donc il y a plusieurs sites. Donc on savait déjà que... On est toujours en Afrique australe quand même. Toujours dans l'est de l'Éthiopie, dans cette région de l'est de l'Éthiopie. Moi je travaillais dans le sud de l'Éthiopie depuis un certain nombre d'années auparavant, où j'avais aussi trouvé des restes importants. Mais donc dans cette partie-là de l'Éthiopie, qui s'appelle l'Afar, qui est un grand désert, on découvre en 73 ce que l'on attendait, hein, parce qu'on avait quand même quelques idées de ce qu'on allait chercher. Et on découvre des restes de préhumains, d'hominidés, pardon pour ce terme, mais de préhumains de 3 millions d'années. Donc on avait déjà quelques sites et quelques restes. Et en 74, on trouve d'autres restes que l'on note. Et un beau jour, 2 jeunes gens de notre équipe reviennent avec quelques ossements. Donc c'était un site de plus. Et sur le catalogue de soir, on a mis Afar localité, 288, parce que la localité de la veille, c'était 287. Et on a mis reste d'hominidés. C'était une trouvaille de plus. C'était intéressant, forcément intéressant. Dès qu'il y avait de l'hominidé, c'était plus intéressant qu'autre chose. Mais c'était une trouvaille de plus, c'est ça. Ensuite, on y est allé, on a tamisé, on a récupéré beaucoup d'autres restes. Et là, quand même, on s'est aperçu petit à petit qu'il n'y avait qu'un morceau d'humérus gauche, il n'y en avait pas 2. Il n'y avait qu'un morceau de tibia droit, il n'y en avait pas 2. Donc ça avait l'air d'être des ossements d'un seul individu. Et ça devenait beaucoup plus intéressant. Parce que tous les ossements, tous les bouts d'os que l'on récoltait,
avait peut-être appartenu à une seule personne. Donc ça devenait reste d'un hominidé, et non pas reste d'hominidé au sens large et au pluriel. Ça voulait dire qu'on allait peut-être constituer un squelette, pas entier visiblement, mais... Donc là, la tension montait et l'intérêt montait. Et puis on a trouvé un beau jour plus tard, quelques jours plus tard, le bassin, un beau morceau du bassin, les dernières vertèbres, et puis le sacrum, et puis la moitié pratiquement du bassin. Et étant donné la comparaison que l'on pouvait faire avec l'homme ou la femme, enfin l'homo sapiens actuel, c'était un bassin féminin, quoi. C'était un bassin féminin. Or, comme le soir, dans cette grande tente messe et cette grande tente laboratoire, nous nous installions pour marquer les fossiles. En marquant les fossiles, on pouvait se permettre ou de bavarder ou d'écouter de la musique. Donc on avait un fond sonore, donc on avait des cassettes classiques, des cassettes plus modernes, des cassettes des chansons. Et c'est là qu'écoutant Lucy in the Sky, au lieu d'avoir à phare localité 288, c'est devenu Lucy. Un prénom un peu plus sympathique, et plus accrocheur, et qui a fait le tour du monde. Je veux dire que sur le terrain, il n'y a pas eu du tout de stratégie de communication, comme on nous l'a, non pas reproché, mais on l'a indiqué plus tard. Ça s'est fait véritablement comme ça, et ensuite, ça a été un coup extraordinaire, parce que le fait que ce personnage soit féminin, le fait qu'il soit petit, le fait qu'il soit ancien, 3,2 millions quand même, le fait qu'il soit ancêtre, même si ce n'est pas véritablement l'ancêtre direct, tout ça avec un prénom facile à retenir, tout ça a fait que Lucy a eu une carrière, et a encore une carrière extraordinaire. Pourquoi, en reprenant un mot de Buffon, vous avez dit, vous allez pouvoir nous le vulgariser aussi bien que vous le faites, j'imagine, une phrase qui est un peu rigolote quand on la sort de son contexte, l'homme c'est la fesse. Oui, parce que l'homme... je le regardais encore ce matin, on n'y fait pas attention, mais l'homme est debout ou assis. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on étudie les mammifères, c'est quand même rare qu'il y ait une vache qui se mette sur ses pattes de derrière sans qu'on lui les demande. Mais bon, le chien, le chat... Oui, mais il y en a, certains primates, bien sûr. Ceci étant dit, c'est quand même bizarre de voir ces pattes postérieures qui n'en finissent pas, et puis ces pattes antérieures qui pendouillent, qui apparemment ne servent à rien. Le long du corps, on n'en fait plus grand-chose. Il y a l'extrémité dont on se sert encore un peu. Et donc, dans ce redressement du corps, le développement de ce qu'on appelle les muscles glutéaux, c'est-à-dire les fessiers, est devenu important. Et les muscles glutéaux sont faits de 3 muscles, enfin, pardonnez-moi, mais... Les muscles glutéaux, attendez, j'apprends des mots, je vais les retenir. Les muscles glutéaux sont les fesses. Ça fait bien dans les dîners. Oui, absolument. Voulez-vous mettre vos glutéaux quelque part? C'est très bien. Et donc, il y a les gluteus minimus qui sont au ras de l'os, et puis medius, et puis maximus. Et le gluteus maximus, c'est le grand fessier, c'est le muscle le plus important. Et il est développé chez l'homme, et il n'est développé que chez l'homme à cause de la bipédie, pour équilibrer le redressement du corps. C'est pour ça que Buffon avait eu cette phrase tout à fait sérieuse, sûrement, dans sa bouche et dans ses textes, mais qui correspond à une réalité mécanique, à une réalité biomécanique. D'accord, on aura appris quelque chose. Alors évidemment, on ne va pas faire tout un cours de paléo-anthropologie. Et mais... je voudrais ajouter juste un petit mot. Yves. Sur un morceau de fémur recueilli il y a peu de temps au Kenya, de 6 millions d'années. C'est vertigineux les chiffres que vous annoncez, 6 millions d'années. Le double de Lucie. Un morceau de fémur, plusieurs morceaux de fémur d'ailleurs, de plusieurs fémurs, découverts par Brigitte Senu et Martin Pickford. Eh bien, sur ces os, ils ont trouvé justement la trace, l'insertion des muscles glutéaux, et ils ont pu dire, rien que par la morphologie, le relief, le modelé du fémur, que Aurorine tuganensis, c'est le nom de ce préhumain, avait des fesses. Et si Aurorine avait des fesses, c'est qu'Aurorine marchait sur ses pattes de derrière.
C'est absolument fascinant, avec les détails, comment on arrive à avancer dans cette connaissance-là qui il y a encore beaucoup à découvrir quand même. Bien sûr. Vous avez un fantasme de découverte? Quelque chose que vous voudriez avoir réalisé? Vous en avez déjà réalisé beaucoup, mais voilà quoi. Avant de mourir, vous dites ça, il faudrait que j'ai trouvé le berceau de l'humanité, il faudrait que j'ai trouvé ça, il faudrait que j'ai trouvé... Oui, ce qu'on cherche tous quand même, c'est un petit peu l'ancêtre commun. On sait que dans la nature actuelle, ce sont les grands singes d'Afrique, les chimpanzés, les bonobos, qui sont incontestablement les plus proches de nous, sur le plan anatomique, physiologique, mécanique dont on en parlait tout à l'heure, éthologique aussi, mais aussi moléculaire, génétique. Vous cherchez le moment où ça s'est séparé, c'est ça? C'est ça. Alors à partir du moment où ça se sépare, nous vivons notre vie indépendante et la leur, mais le moment où ça s'est séparé, ces deux branches se sont séparées, se situe autour de 8 à 10 millions d'années en Afrique tropicale. Et évidemment, je serais bien heureux de trouver le grand papa commun des deux, dans la mesure d'ailleurs où on le reconnaîtra. Parce oui, ça ressemblerait à quoi? Ça veut dire que ce serait un squelette avec un caillou dans la main, parce que, quelque chose comme ça? Pas encore. Pas encore, trop tôt ça. Enfin, il peut avoir le caillou pour le lancer sur quelqu'un, mais quand même pas... Mais ça ressemblerait à quoi dans votre esprit? Est-ce que vous pourriez retrouver ce que vous aimeriez trouver? Oui, un personnage qui n'est sans doute pas encore véritablement debout, mais qui se relève de temps en temps. Qui doit avoir un crâne encore bien petit, je veux dire 300 cm3, peut-être un petit peu moins. On en a plus de 1000 de plus aujourd'hui quand même. Avec une face encore projetée, c'est-à-dire un certain museau, des dents peut-être déjà fortes. Les dents fortes, ce sont souvent les dents qui consomment des végétaux. Et celui-là devait manger plus de végétaux qu'il ne mangeait encore de viande. Enfin, on en a un petit portrait robot, oui. Assez précis quand même. Et il m'arrive d'en rêver. Enfin, carrément? Faute de mieux. Vous lui avez donné un petit nom? Pas encore. Pas encore. Secret, quoi. Bien sûr, il faut d'abord le découvrir. Je vous propose qu'on regarde quelques images. Vous avez été caution scientifique, conseiller sur de fabuleux documentaires. Ça s'appelait directeur même. Directeur, excusez-moi, pardon, monsieur le directeur. S'il vous plaît. Sur l'Odyssée de l'espèce, ces fabuleux documentaires qui sont passés sur France 3. Il y a eu 3, comment on dit, monsieur le directeur, 3 numéros, 3 épisodes, 3 films, 3 volets. Voilà, moi je vous propose de regarder un extrait du tout premier volet. On reconnaîtra la voix de Charles Berling, qu'on avait eu le plaisir de recevoir ici. Ça nous permettra de mettre un peu aussi des images, en précisant bien que c'est un docu-fiction, qu'il ne faut peut-être pas tout prendre au pied de la lettre. On va en reparler. Je vous propose qu'on regarde d'abord un petit peu les images. Merci. Son audace le porte. Il explore le monde d'en bas. Il faut qu'il découvre une autre façon de vivre. Le premier préhumain arrive et il va changer la face du monde. Le voyage commence. Il faut remonter le temps. Imaginez, nous sommes à moins d'10 millions d'années. Les dinosaures ont disparu depuis 50 millions d'années. Mais d'autres formes de vie de plus en plus élaborées continuent de se développer. Les mammifères se multiplient. La dérive des continents a donné à la Terre le visage qu'on lui connaît. Dans les grandes forêts africaines, plusieurs espèces de primates s'épanouissent. Ces populations de singes vont se faire piéger par une catastrophe naturelle. La musique de Yvan Cassard, la voix de Charles Berling, les deux collant parfaitement d'ailleurs au propos. Oui, je précisais, c'est un docu-fiction. On n'est pas dans une vérité scientifique, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, l'idée que j'avais était de faire un documentaire, un véritable documentaire, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, voir les sites, voir ce qu'on en trouvait, voir les conclusions qu'on en sortait. Et puis petit à petit, l'idée de France 3 a été d'en faire véritablement un film pour une première partie de soirée. C'était très impressionnant. Enfin, moi jamais je n'aurais eu.
Jamais je n'aurais eu cette audace, absolument. Gros risque, oui. Et c'est Patricia Boutinarouel qui a osé cette chose. Et à partir de ce moment-là, moi-même scientifique, j'ai dit qu'il ne fallait surtout pas l'intervention du scientifique. Il fallait faire jouer des préhistoriques, mais surtout pas des préhistoriens. C'est-à-dire quoi? Raconter une histoire? Oui, c'est ça. Il fallait que les gens voient, c'est pour ça que ça a eu ce succès, les préhistoriques sur pied, vivre, avoir les émotions et les tristesses et les joies que soi-même aujourd'hui on peut avoir. Et du même coup, ça rapprochait considérablement. On n'avait pas prévu ça d'ailleurs à l'origine. Ça rapprochait considérablement les préhistoriques des hommes d'aujourd'hui. Beaucoup de gens, je suis persuadé, pour avoir un succès pareil, et puis je vois bien les retours des courriers, beaucoup de gens n'imaginaient pas que les hommes préhistoriques, avec la tête étrange qu'ils avaient parfois, étaient si proches d'eux dans leur comportement, dans leurs gestes, dans leur vie, dans leurs soucis et dans leurs émotions. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'aujourd'hui, vous savez, l'Odyssée de l'espèce a été vue par 100 millions de gens. C'est impressionnant, hein? Oui, c'est impressionnant. Ça m'impressionne moi-même. En termes d'audience, c'est impressionnant. Oui. Alors, il sera sans doute vu encore par plus de personnes, puisqu'il y a un coffret qui sort. Alors, l'Odyssée d'espèces, c'était le premier volet. Il y a Homo sapiens et le sacre de l'homme, et ça sort sous forme de coffret avec les 3 DVD à l'intérieur et tous les bonus, etc. Je leur fais un peu de pub parce que c'est quand même quelque chose d'excellent. Le tout pour moins de 30 €. Et c'était sans doute beaucoup de travail pour vous, j'imagine. À quel moment le scientifique qui est en vous a été obligé de lâcher un peu du lest par rapport à la vérité scientifique? Au moment du tournage. J'ai considéré que le réalisateur, Jacques Malater, était l'artiste. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les artistes, parce que je suis sûr que dans leur sensibilité, ils nous précèdent. Nous, surtout les scientifiques, on a un devoir de rigueur. On est au rat, quelquefois je dis non pas au rat des pâquerettes, mais au rat des squelettes, et on n'a pas le droit de s'en évader. Alors, à partir du moment où j'avais raconté à Jacques Malater, qui est quelqu'un de très attentif, et en même temps de très respectueux de cette information scientifique, à partir du moment où je lui avais dit tout ce que la science, enfin en tout cas à travers moi, connaissait de l'affaire en question, de ces gens en question. Après, c'était à lui de s'envoler. Alors, de temps en temps, on reprenait des contacts pendant le tournage pour voir si certains éléments avaient fonctionné véritablement comme il pensait que ça avait marché lui-même. Mais dans l'ensemble, ma part était réservée au grand préalable. Ensuite, il y avait le tournage, et ensuite, je revenais en scène, si j'ose dire, pour le montage, certaines rectifications, certains anachronismes. Et puis le commentaire, évidemment. En plaisantant, j'ai toujours dit, ça n'a jamais été fait, bien sûr, que lorsque Malater mettait des lunettes au préhumain, je les enlevais, en gros. Mais il n'a jamais fait pareil. J'imagine. Qu'est-ce qui vous pousse, Yves Coppens, à regarder aussi loin dans le passé? Est-ce que vous avez déjà un peu analysé cette envie, cette recherche qui vous tient depuis tout enfant? Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que tout enfant, c'est l'imaginaire qui doit fonctionner à merveille dans ce regard sur le passé. Et finalement, le regard sur le passé, vous savez, c'est aussi la lecture de l'histoire de la vie, et puis de celle de la Terre, et puis de celle du système solaire, puis de celle de l'univers. C'est-à-dire que ça englobe tout, quoi. Et quand on est gourmand de l'existence, on a envie de tout savoir, pardonnez ma prétention, mais du coup, on essaye au moins de circonscrire le sujet. Et comment mieux le circonscrire que de s'emparer modestement de l'univers. Mais est-ce qu'il y a eu on pourrait dire un épisode fondateur, je vais encore être dans les images d'Épinal, mais un soir vous avez trouvé, ou un jour vous avez trouvé un fossile, et là vous avez eu la révélation de ce qu'allait être. Oui. Je sais que quand vous baladiez le dimanche avec votre famille dans le golfe du Morbihan, vous étiez toujours là à scruter les falaises, depuis tout petit.
Bon, votre papa était scientifique, mais pas dans la même branche, donc est-ce que vous vous souvenez d'un épisode comme ça? Oui, j'ai fait ça très tôt et beaucoup, si bien que je ne me rappelle pas d'un épisode particulier. J'ai pensé que, comme j'ai vécu quand même un certain nombre d'années, dont mes années de vacances, dans mes périodes de vacances, dans toute cette région de Carnac, la Trinité-sur-Mer, Quiberon, et que j'allais plus volontiers vers les Landes et les champs que vers la plage. Enfin, je faisais les deux quand même, il ne faut pas exagérer. Quand vous circulez dans ces pays, vous êtes toujours confronté, vous rencontrez toujours ces sortes de grands monstres de pierre qui vous barrent la route, qui sont là, qui vous parlent d'une certaine manière, ou qui en tout cas parlent à certains. Je devais être parmi ceux-là, et c'est très impressionnant. Vous trouvez des dolmens plus ou moins abîmés, puisque le dolmen, à l'origine, c'est non pas une table de pierre, mais plusieurs tables de pierre sous un grand tumulus. Aujourd'hui, comme c'est un peu dénudé, il reste quelques tables et quelquefois une seule table, mais enfin, c'est quand même très impressionnant. Ces gros paquets de cailloux, de granit, de gneiss, de micaschiste, cette roche qui fait aussi la dureté de la tête bretonne, hein. C'est aussi quelque chose. Ça fait partie du sol, du patrimoine. Enfin, je ne sais pas que vous dire. Mais assumez vos propos. Hein. Oui, absolument. Oui, l'environnement, finalement, a suscité une curiosité à ce niveau-là. Oui. Et à côté de ça, le petit Yves Coppens, il ressemblait à quoi en termes de caractère? Je n'en sais rien. Votre sœur, elle dit très gentil, très sage, très mignon. D'accord, c'est votre sœur. Ensuite oui. Ensuite, vous avez eu quel genre d'enfance, alors? Très agréable. Moi, j'ai d'excellents souvenirs. Excellents souvenirs de passion et un petit peu, malgré cette sœur, si j'ose dire, parce qu'elle avait 6 ans de décalage avec moi, donc j'ai eu une vie très personnelle, forcément très seule d'abord. Vous étiez 2 enfants seulement. Et ensuite, oui, c'est ça. Et ensuite, très personnelle à cause du décalage d'années. Et j'aimais bien travailler, donc j'aimais bien l'école. Donc j'étais bon à l'école, donc tout ça se passait aussi très bien. Comme dans des familles de ces époques, ou en tout cas certaines familles de ces époques, il y avait un regard plus attentif vers le garçon que vers la fille, me semble-t-il. J'étais très adoré par ma mère, bien sûr. Mon père s'occupait beaucoup de moi. J'étais un peu dans un gynécée. Hein. Il y avait, ma maman avait 2 sœurs. Tout le monde était dans le même campus, si je puis dire. Il y avait quelques hommes là-dedans, mais ils étaient plus en retrait que les femmes. Et la petite sœur est arrivée et ça n'a rien arrangé. Donc j'ai été élevé de façon douce et tout a continué ainsi. Enfin, je veux dire que je ne me suis jamais posé de questions sur ce que j'allais faire. Et arrivé dans le monde professionnel, les choses se sont aussi faites véritablement toutes seules. Avec une douce évidence. Tout s'est enchaîné. Oui, je ne veux pas exagérer, hein, mais je me rappelle que j'avais été proposé pour le CNRS par mes patrons de la Sorbonne. Et il a fallu, je me rappelle bien du moment, qu'un jour ils me demandent quand même de faire un semblant de demande officielle, de curriculum, pour que ce soit accepté. Mais pour moi, ça allait de soi. Oui. Il y a une odeur particulière que vous rattachez au monde de l'enfance, ou à votre enfance? Oui, peut-être les petits, je n'y ai pas pensé, hein, mais peut-être les petits œillets des falaises. Il y a de tout petits œillets sur les falaises qui piquent d'ailleurs souvent. Sur les falaises de sable, des côtes bretonnes qui sentent merveilleusement bon. Mais il faut les mériter, il faut aller les chercher quand même. Et le petit Yves Coppens, si vous le croisiez là sur une falaise, en train de scruter les cailloux, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Continue. Ah oui, moi j'ai toujours encouragé les gens. Hein. Je reçois bien sûr aujourd'hui encore beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes gens quelquefois très jeunes et qui sont passionnés et quelquefois malheureusement, me semble-t-il,
les encadrements, soit de la famille, soit de l'école, découragent un peu ces choses. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un métier où il y a un recrutement fantastique. Oui, ouais. Oui, alors c'est des métiers passion en même temps. Oui, je leur dis, si vous aimez ça vraiment, suffisamment, si vous êtes travailleur, il faut bosser, hein, mais ça c'est partout. Si vous êtes patient, parce que le résultat n'arrive pas tout de suite, comme ça, tout de go, il faut en général le mériter. Quelquefois c'est imminent, tout de suite, immédiat, et d'autres fois c'est après un long tunnel. Si vous avez tout ça, et si vous êtes curieux de nature, enfin ça fait bien quand même un certain nombre de choses, allez-y, il reste des places. Moi, dans les gens à qui j'ai fait passer des thèses, j'arrivais à trouver, bon an, mal an, 3, 4 postes par an quand même, dans ces métiers un petit peu confidentiels, c'est pas toujours très simple. Et donc, je n'arrivais pas à caser tout le monde, mais beaucoup, et comme il y avait beaucoup d'étrangers parmi ces thésards, et il y en a toujours, beaucoup aussi retournaient chez eux. Donc, ça réglait certains cas. Mais à partir du moment où vous formez des gens, ça fait partie aussi de votre responsabilité de leur faire trouver des fonctions. Quand on étudie l'évolution humaine, entre autres, quelle idée on a de Dieu? Enfin, voilà, vous avez reçu une éducation catholique, classique. Comment cette idée-là, cette éducation, est-ce qu'on la réadapte? Est-ce que ça colle bien? Est-ce qu'on repense les choses? Comment ça s'organise? Oui, d'abord, ça ne colle pas du tout. Ouais. Ça, c'est dit. Ouais, ça ne colle plus du tout. Donc, il y a un retrait. Ouais. Et puis, ensuite, on envisage, comme je vous le disais tout à l'heure, les choses de manière avec plus de distance, plus aussi de vision, je pense. Et on s'aperçoit que l'histoire de l'univers telle que l'astrophysicien la raconte, c'est l'histoire d'une matière qui, avec le temps, ne cesse de se compliquer, de s'organiser. Et quand on arrive sur la Terre, cette matière qui est inerte, sur la Terre au moins, peut-être ailleurs, devient vivante. Donc elle devient encore plus compliquée et mieux organisée. Et depuis 4 milliards d'années, elle ne cesse de se compliquer et de s'organiser. Et ce n'est que depuis 3 millions seulement, pas un milliard. Oui, seulement 3 millions. Oui, qu'elle devient pensante. Donc la conclusion objective, c'est que tout a l'air de se passer comme si, depuis une quinzaine de milliards d'années, il paraît que c'est 12 ou 13, enfin, l'ordre de grandeur, la matière ne cesse de s'organiser, de se compliquer, et il y a des chances que ça continue encore comme ça dans l'avenir. Ça veut dire que cette histoire-là a un sens, une direction, et qu'en même temps, elle a du sens. Donc voilà une première réponse. Ensuite, lorsque vous envisagez cette histoire de l'univers, et au sein de l'univers, l'histoire du système solaire, l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie, l'histoire de l'homme, vous voyez qu'arrivé à l'homme, il y a incontestablement une facette spirituelle, c'est une réalité. C'est pas quelque chose comme ça qui a été imaginé, inventé, c'est dans toute l'humanité depuis toujours. Donc c'est une autre chose sur laquelle il est intéressant en effet de réfléchir et que je rejetais à un certain âge, dont je ne m'occupais pas. Parce que mal à l'aise avec ça, finalement. Non, mais même... Trop occupé ailleurs. Non, mais je n'arrivais pas à intégrer ça dans ma pensée. Et aujourd'hui, vous y arrivez ? Oui. Alors aujourd'hui, j'ai autre chose à vous raconter. Là. J'ai été invité un jour à une émission en Belgique. C'était à Liège. Et l'émission s'appelait Nom de Dieu. Et je me suis dit, c'est drôle, c'est bien une histoire belge, quel drôle de nom pour une émission. Et c'était très habile, très astucieux. Et première question, assis dans un fauteuil face à mon interlocuteur, première question, comment écrivez-vous le nom de l'émission? Très malin, hein, très intéressant, oui.
Et je me suis dit, je respecte beaucoup les hommes, les humains, beaucoup l'humanité. Je mettrais des majuscules et des pluriels partout. Autrement dit, non N-O-M-S, sûrement, avec un N majuscule. Et Dieu avec un X. De Dieu avec un D majuscule et un X. Tout simplement parce que l'humanité a 3 millions d'années. L'humanité, c'est une centaine de milliards d'hommes, depuis les premiers. Vous vous rendez compte si on avait tous les os 206 ossements par personne. Non, c'est un fantasme. Il y aura un avenir dans ce métier faramineux. Puis un avenir de statistique au moins. En plus. Et donc tous ces gens ont eu, bien sûr, des cultures, des croyances qui... Et donc des spiritualités diverses. C'est ça, qui ont changé. Alors c'est toujours la même facette spirituelle, mais je dirais que j'ai beaucoup de respect de toute manière, après les constats que je viens de faire, j'ai beaucoup de respect de toute façon pour les croyances et les croyants. Mais vous alors, parlez-moi de vous. Oui, moi ça va. Bien. Oui, et vous, mais vous croyez en Dieu ou pas? Le Dieu qu'on vous a présenté dans l'enfance, résultat, il n'est pas là. Non. Il n'est pas là de cette manière-là, oui. C'est plus une position philosophique. Il est sous la forme que je vous dis. D'interrogation, oui, voilà. Oui. Il est sous la forme d'un constat minimum, si je puis dire. Mais s'il existait, vous lui diriez quoi, vous, alors? Il existe. Oui, vous mourrez. Vous le rencontrez. Je le salue. Oui, non, mais j'aurais beaucoup de... Vous tombez des nues? Ah ben non, puisque j'y monterai. On monte en général dans les nues quand on meurt, non? Très joli. Oui. Je monterai aux nues. Non, je ne tomberai pas. Je serais étonné quand même. Je serais un petit peu étonné. Mais sans plus. De toute façon, je suis très, très à l'aise à la fois dans ma vie, ma tête, mes rapports avec ce que vous me dites. Et je ne serais pas gêné, en tout cas. On a parlé de manière... Je raconterai mes fouilles. Vous auriez plein de choses à vous dire. Ça vous fait relativiser, en tout cas vous, par rapport à l'existence de Dieu. Est-ce que votre métier, votre parcours et vos trouvailles vous ont fait relativiser par rapport à l'existence d'une manière plus générale? Est-ce que vous voyez différemment? Est-ce que Lucie vous a appris quelque chose, par exemple, sur vous-même? Est-ce que vous voyez différemment l'existence et votre vie en particulier? Pas Lucie spécialement, mais l'ensemble du parcours, certainement, oui. Ça donne une certaine distance et en même temps... Une sagesse? J'en sais rien. Comment voulez-vous que je réponde à une chose pareille? Imaginez que je vous dise oui. Enfin, ensuite, je me demanderai... Vous pouvez, de manière très humble, reconnaître quand, tant d'années de carrière, vous avez progressé sur la route de la sagesse parce que... voilà. Oui, non, ça... pas ça. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Ah. Je ne saurais pas répondre à ça. Mais sur la voie d'une certaine distance avec l'existence, oui, sûrement. Mais je l'ai toujours un petit peu eu quand même. Sur peut-être la manière de distinguer essentiel et accessoire, ça oui. Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose d'essentiel, quoi. Ça vous a appris le discernement, alors? Dit comme ça me plaît mieux. Oui. Parce qu'il n'y a pas, dans la vie quotidienne, qui prend beaucoup trop de temps, on n'a pas assez de temps de réflexion, ça me navre. Mais dans la vie quotidienne, il n'y a quand même pas beaucoup de choses qui sont suffisamment importantes pour entraîner des drames, des conflits, des combats, me semble-t-il. De quoi êtes-vous le plus fier? De tout ce que vous avez réalisé jusqu'ici, parce qu'il y a encore pas mal d'années qui vous attendent et de belles découvertes, j'espère. Mais de quoi êtes-vous le plus fier pour l'instant? De mon fils. Ah, c'est joli ça. Incontestablement, oui. Celui-là, vous n'avez pas découvert, vous l'avez fait, celui-là. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre à ce fils? Il a 12 ans. Bah, écoutez, c'est Quentin, c'est Quentin, oui. Ce que j'aimerais, je le fais déjà depuis suffisamment de temps. Et je bénéficie encore de toute son attention, ce qui est agréable. Je ne sais pas ce qu'il en fait, mais en tout cas, il écoute et je pense qu'il enregistre et que petit à petit, il fait aussi son petit sac, quoi.
lui apprendre certainement la concentration. Ça, j'ai tenté de faire ça depuis toujours. Ça marche pas trop mal, ça n'a pas été toujours tout simple. Sûrement l'humour, parce que c'est une manière aussi de... Prendre de la distance. Prendre de la distance, et même vis-à-vis de soi-même. Et le jour où il m'a montré une personne du doigt, il était tout petit. Il m'a dit « Papa, regarde le monsieur ». Et je lui ai dit « On ne montre pas du doigt ». Et il m'a dit « Papa, regarde le monsieur ». Je me suis dit « Ça y est, ça marche ». Et puis, petit Quentin, il veut faire comme papa plus tard? Non. Non. Ça, je ne crois pas, et je pense que c'est assez sain d'ailleurs. Et je termine, je lui apprends aussi le respect des autres. C'est essentiel, le respect des autres. Oui. Le respect de tout un chacun, quel que soit le sexe, l'âge, la couleur, l'origine, enfin n'importe quoi. Et ça marche très bien, très très bien. Oui, c'est tout à fait en ordre. Moi, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit, quelque différence que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit. Donc c'était simple, et aussi c'était simple à transmettre. Alors il y a l'exemple aussi qui joue, hein. Je ne suis pas exemplaire, mais il y a quand même l'exemple d'un comportement dans la vie. Et je pense que tout ça, petit à petit, fait son chemin. Il y a sûrement des défauts là-dedans, hein, mais il y a des choses importantes. Est-ce que vous aimeriez voyager dans le temps et dans le passé pour vérifier l'exactitude des hypothèses que vous avez pu émettre, diverses hypothèses? Est-ce que ce serait un rêve, ça? Oui, bien sûr. Vous savez, les histoires de clonage dont on s'est amusé à propos des mammouths, on a dit, oh là là, on trouve des bêtes dans la glace, dans le congélateur, peut-être que leur ADN est mieux conservé que d'autres bestiaux, évidemment sous leur forme squelettique. C'est vrai et pas vrai, malheureusement. C'est vrai qu'on trouve des morceaux d'ADN, on trouve des suites de nucléotides, et avec ça, on comprend un petit peu mieux l'origine des mammouths, les affinités de ces bêtes, etc. Mais ça ne règle pas la question de la fabrication d'un nouveau mammouth. Mais là, il ne faut jamais dire que c'est fini en science, et on ne sait pas ce que l'on peut découvrir, la manière dont on peut reconstituer peut-être l'ADN, et à partir de cellules trafiquées, injectées à une maman éléphant d'Afrique ou d'Asie, si elle veut bien recevoir la cellule en question. On ne sait pas, peut-être qu'on peut arriver un jour à fabriquer un hybride de l'ancien mammouth et de l'éléphant d'aujourd'hui. Alors tout ceci est folie, tout ceci est assez extravagant comme idée, mais à partir de ce moment-là, pourquoi pas arriver à reconstituer quelques petits dinosaures, remettre sur pied Néandertal. Enfin, c'est... Ah oui, je vois jusqu'où vont les fantasmes. Ah oui, pourquoi pas. Je vous ai posé une série de petites questions. Vous allez essayer d'y répondre du tac au tac. Je dis bien essayer. Hein. Oui, tac au tac. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est vous le tac. Voilà, et vous êtes l'autre tac. Ouais. Yves Coppens, de quel autre scientifique pourriez-vous être jaloux? Eh bien, je me suis posé la question et je n'en trouve pas. Alors, je trouve en effet que en même temps que c'est très prétentieux, mais je ne suis pas jaloux de nature. Je vais vous dire, quand, par exemple, de manière tout à fait claire, mon ami Michel Brunet, sur mes traces, puisque j'étais allé déjà au Tchad, j'y avais passé 7 ans. C'est celui qui a trouvé Toumbaï? Oui, c'est ça. Il est retourné à partir de 94. Et il a trouvé Abel d'abord, et puis Toumbaï ensuite. Toumbaï ensuite, oui. Je me suis tout à fait réjoui. Je suis foncièrement... Hein, c'est dans votre nature. Je me regarde moi-même dans ce cas-là, et je me surprends peut-être moi-même. Mais je suis vraiment beaucoup plus intéressé par le résultat scientifique de quelques personnes qui viennent que par le fait que ce soit moi qui l'ai découvert. Ceci dit, j'aurais été extrêmement heureux de le ramasser moi-même, hein, bien sûr. Yves Coppens, est-ce que vous avez une devise? Une devise? Oui. Il y en a une que j'aime bien parce que, vous savez, je continue à courir le monde. J'arrive... je le sais. Pour essayer de vous capter pour cette émission, j'en sais quelque chose. J'arrive tel que vous me voyez de Mongolie. J'arrive de Mongolie.
je suis allé traîner mes guêtres et mes 4x4 dans la steppe, là, au mois d'août dernier, en dormant sous des petites tentes qui ressemblaient à celles des clochards du canal Saint-Martin. Tantiglo, oui. Donc, comme j'aime bien courir le monde, j'aime bien un proverbe Peul qui dit mieux vaut poussière au pied que poussière au cul. C'est clair. Et au moins, on en revient au fessier du début de l'émission. Et en même temps, au départ, vers les nues. Quel est le luxe dont vous ne pourriez vous passer ? J'adore le luxe, mais je crois que je peux me passer de tous les luxes. Ça, si vous voulez, quand j'ai... Enfin, si vous voulez, même si vous ne voulez pas, lorsque j'ai le choix entre le luxe ou pas le luxe, je prends le luxe. Ça, à tous les coups. Mais s'il n'est pas là, c'est pas grave. S'il n'est pas là, c'est pas grave. Ouais, ça m'est égal. Ouais. Avec qui aimeriez-vous rester coincé 3 heures dans un ascenseur ? Pour leur raconter des histoires, sûrement un enfant. Ah, c'est joli. Sûrement un petit. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaitez tordre le cou ? S'il y en a. Oui. Il y en a forcément. Je suis sûrement innocent, mais je ne les connais pas. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer ? Hitler. Attendez, qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer ? Quelqu'un que vous admirez, mais on ne s'en doute pas. Ah oui. Ah ben répondez pas Hitler. Oui. Je comprenais l'inverse. Qu'on ne me soupçonne pas d'admirer. Non, je ne sais pas. La question est difficile. Vous pouvez dire on passe. Hein. Oui. Dernière question. Je dirais peut-être les grands conquérants. Comme j'arrive de Mongolie, on m'a beaucoup parlé de Gengis Khan. Gengis Khan était quand même un personnage tout à fait surprenant. Ceci dit, il laissait quand même des ravages sur leur route. Hein. Alors, c'est un petit peu bon, un petit peu pas bon. Je ne suis pas entièrement partisan quand même. Mais, voilà. Yves Coppens, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Vous allez quitter ce studio, vous allez continuer votre vie. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Écoutez, j'aimerais garder la sérénité qui, je crois, m'habite. J'aimerais garder la joie qui est la mienne, joie de vivre. Qu'est-ce que c'est beau la vie, ne trouvez pas ? Moi, je suis émerveillé chaque matin. Et puis j'aimerais, dans ce cas-là, en tout cas, si je conserve cette joie dont je suis absolument imbibé, en tout cas je l'espère, être contagieux. Je l'espère aussi, puis j'espère que ça passe à travers les ondes. Merci beaucoup Yves Coppens d'être venu jusqu'à nous. Merci. Très bonne continuation. Merci.